Patrick Roger, Cécile de Minibus. 8h46, merci d'être avec nous et merci pour tous vos nombreux messages sur notre compte Facebook, le groupe Solidarité Facebook. On va répondre à vos questions santé ce matin avec Jean Sibilia. Bonjour Jean Sibilia. Bonjour. Merci d'être avec nous encore ce matin. Vous êtes doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Et il y a pas mal de questions qui se posent encore aujourd'hui sur les nouveaux traitements qui sembleraient arriver. Et on parle d'un nouveau traitement israélien contre le coronavirus à base de placenta de pluristème qui permettrait aux malades un taux de sur 100%. Est-ce qu'une véritable avance, est-ce qu'on peut imaginer aussi des essais cliniques en France ? Alors, il y a beaucoup de pistes, hein, évidemment, c'est pas le seul. Il y a pratiquement 2-3 articles par jour qui sortent avec de nouvelles pistes thérapeutiques, soit des repositionnements de médicaments connus. C'est un peu l'histoire du plaquenil, de la milaquine, ou de cet antiparasitaire là qu'on donne dans certaines parasitoses et même des poux, donc avec des résultats souvent préliminaires très intéressants. Il y a les transferts, dont on en a parlé, d'anticorps de patients convalescents. Là, ce sont des thérapeutiques cellulaires où on utilise des cellules souches pour essayer d'avoir un effet antiviral. Il y a des pistes innombrables. Donc je pense que ce qui a été dit avec beaucoup de sagesse à de nombreuses reprises, c'est laissons la créativité et laissons les chercheurs chercher. Il y a plein de pistes, mais attendons, ne soyons pas docteurs avant les docteurs. C'est-à-dire, soyons rigoureux, il y a des études, les études doivent prouver que ça marche. Parce que toute erreur, on l'a répété N fois avec le plaquenil, tout résultat un peu préliminaire donne un espoir qui est démesuré et finalement fait prendre des médicaments inutiles pendant quelques jours ou quelques semaines et peut-être prive les malades d'autres possibilités thérapeutiques. Donc beaucoup de sagesse, on accueille avec beaucoup de bonheur toutes ces pistes-là, mais il faut que derrière il y ait des éléments de preuve qui sont des études comme on les fait, rapides évidemment, mais des études sur les patients et qu'on ait des réponses très claires. Il faut des réponses claires sur tous ces traitements. C'est la même chose sur l'ivermectine, cette nouvelle molécule. Le fameux Stromectol. Alors c'est un peu plus facile. C'est toujours plus facile quand le médicament existe déjà. Parce qu'il est déjà produit, vous avez les comprimés, il faut en avoir suffisamment pour faire l'étude, c'est beaucoup plus simple. Un nouveau médicament, il va toujours vous poser une question incontournable, c'est quel est le risque de ce nouveau médicament qu'on n'a jamais donné à l'homme. Et vous savez qu'on ne peut pas prévoir certaines toxicités rares, très graves, et donc quand on administre la première fois un médicament à l'homme, faire très attention pendant souvent plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Là, l'avantage de ces médicaments qui existent, comme l'ivermectine, c'est que ces médicaments, on les utilise largement, je le répète, dans des parasites sévères, mais aussi dans des choses un peu plus banales, comme je répète, les poux chez les enfants, c'est un traitement accepté, c'est pas la recommandation au princeps, mais c'est un traitement accepté, et c'est des traitements qui ont peu d'effets indésirables. Donc on peut les utiliser avec prudence, mais toujours dans le cadre d'une étude. Il faut qu'on ait la preuve, on ne peut pas donner de l'ivermectine à tout le monde, vous voyez, ça c'est pas raisonnable, mais si on a la preuve, le médicament existe, et c'est toujours plus rapide. Et nos appels au 0826 300 300. Christiane est avec nous de la Haute-Garonne. Bonjour Christiane. Merci beaucoup de votre émission très intéressante et culturelle. Merci beaucoup. Voilà, Christiane. moi je voulais dire que ça fait 10 ans que je ne fais pas le vaccin de la grippe. Avant, je le faisais parce que j'étais dans l'armée et on était 1000 personnes pour prévention, pour pas être malade. Mais depuis 10 ans, je le fais plus. Donc, si vous voulez, si je le fais, normalement, je pense que je dois avoir un côté immunitaire. Si je fais ce vaccin, normalement, je suis déjà immunisée. Si je ne l'attrape pas, la grippe, on va me proposer ce vaccin, comme je reçois ma feuille et j'ai 70 ans, je reçois toujours ma feuille pour me faire vacciner. À quoi bon me faire vacciner puisque j'ai un côté immunitaire qui me protège? Là, je comprends plus. Je comprends vraiment plus. Ma fille, c'est pareil. Je l'ai mis au milieu des gens de la rougeole quand elle avait 7-8 ans. Dans les pleines périodes, j'étais ravie qu'elle puisse l'attraper. À 13 ans, elle ne l'avait pas. Je l'ai faite vacciner. Elle a eu un gros ganglion dans l'aine. Je l'ai faite vacciner parce qu'elle est dangereuse, mais on ne lui a pas fait un test d'immunité pour savoir si elle avait contacté cette rougeole ou pas. Voyez ce que je veux dire? Eh ben, Jean Sibilia va vous répondre. On ne fait pas de test pour savoir si on a été en contact avec ou quelqu'un qui a eu la rougeole qui est très très virulent, comme épidémie, ou autre chose.
Alors, et le BCG, c'est pareil. On pourrait lancer une épidémie de vaccination parce que le BCG, la tuberculose, elle y est. Moi, je suis vaccinée et j'ai les QT positives. Mais là, personne s'en occupe non plus et on a une invasion. Mais moi, j'ai un côté immunitaire. Bon, après, je sais pas combien de temps parce que ça fait du yo-yo dans l'organisme, l'immunité. Donc, je ne sais pas pourquoi on me vaccinerait et on me fait pas un test si je dois me faire vacciner contre la grippe. Alors Christiane, ça fait plusieurs questions. Jean Sibilia va vous répondre. Écoutez. Bon, merci beaucoup. Ça fait beaucoup de questions. Vraiment, je voudrais qu'on se fasse une matinale sur la vaccination. Visiblement, les choses sont pas très faciles à comprendre. Mais je comprends bien à la fois les interrogations et puis les inquiétudes que ça génère. Et c'est probablement parce que on n'explique pas assez bien ce qu'est la grippe, ce que sont ces infections et ce qu'est la vaccination, qu'il y a des hésitations, et puis surtout des gens qui ne se vaccinent pas. Alors, sur la grippe, si on prend l'exemple de la grippe, parce que c'est le plus intéressant et peut-être le plus important à faire, et le plus courant. Il faut bien rappeler que il y a deux types de grippe. Il y a la grippe qu'on connaît depuis bien longtemps maintenant, plus d'une centaine d'années, qui est la grippe dite saisonnière. C'est celle qui revient chaque année avec un virus de la grippe légèrement modifié ou beaucoup modifié. Donc ça veut dire une chose déjà très précise dans cette première forme de grippe saisonnière, c'est que si vous avez été vacciné l'année dernière, comme le virus a changé et on sait que le virus de la grippe change, vous n'êtes pas protégé cette année-là. Il faut se vacciner chaque année avec la souche de virus grippal qui est présumé faire l'épidémie. On sait que c'est un calcul, comme on dit, présomptif. C'est-à-dire on spécule sur le nouveau virus, on n'est jamais très sûr. Hein. Donc on fait une spéculation et on vaccine contre le virus qui devrait saisonner, qui devrait venir chaque saison, chaque hiver. Ça, c'est une première chose. À ne pas confondre avec les pandémies de grippe qui surviennent tous les X années, qui sont des nouveaux virus grippaux. Et il y a deux exemples très célèbres. En 1976 aux États-Unis, un virus grippal nouveau, et chez nous en 2008-2009, ce fameux virus nouveau qui était censé nous infecter et entraîner une pandémie. Heureusement, ce virus nouveau, qui était vraiment nouveau, n'était vraiment pas méchant, pas toxique, mais on avait déjà stocké des vaccins, vous vous rappelez cette histoire-là. Mais là, c'était un nouveau virus de la grippe. Donc il y a bien deux types de virus, pour être très simple. Le virus habituel saisonnier qui change chaque année, et il faut se revacciner contre ce virus-là. Et puis les grands virus de la grippe nouveaux qui peuvent venir du porc, la grippe porcine ou la grippe aviaire venant de l'animal, qui n'arrivent pas tous les ans, mais qui arrivent de temps en temps, tous les dizaines d'années. Après, le rythme, on ne le connaît pas très bien. Et là, vous avez besoin d'une nouvelle vaccination, de quelque chose de totalement nouveau. Donc c'est compliqué la grippe. Hein. C'est des grippes, c'est pas la grippe. Et donc vous n'êtes pas protégé. Clairement, une vaccination ne vous protège pas pendant 10 ans. Deuxième point, et je m'arrêterai là dans cette explication, que ce soit la grippe, que ce soit la rougeole, que ce soit d'autres maladies, évidemment, si vous êtes vacciné, vous êtes supposé protégé si la maladie ne change pas. La rougeole est toujours la rougeole. Si vous êtes vacciné contre la rougeole, vous devez garder vos anticorps très longtemps. Mais ça n'est pas forcément toute la vie. On le sait, et donc on a besoin de temps en temps, alors c'est pas le cas pour la rougeole, mais c'est le cas par exemple pour la coqueluche ou la diphtérie ou le tétanos, ces vaccinations habituelles, il faut refaire les vaccinations au cours de la vie pour relancer votre immunité, sinon vous n'êtes pas protégé. Donc l'immunité vaccinale ne dure pas forcément toute la vie, donc il faut revacciner. L'auditrice nous a posé la question de tester. On peut le faire, effectivement. Oui. On peut tester, regarder si vous avez des anticorps contre la rougeole, contre le tétanos, etc. Ça peut se faire. Mais comme de toute façon, il faut relancer la vaccination, plutôt que de tester et de vacciner, on vaccine d'emblée selon un rythme qui est connu. Ça a été étudié, on sait que tous les 5, 10, 15 ans, l'immunité s'épuise un peu pour ces maladies-là, donc on sait qu'il faut relancer la vaccination. Donc inutile de tester systématiquement. Mais évidemment, on peut le faire. S'il y a un doute, c'est ce qu'on fait de temps en temps. Quand il y a un doute sur une rougeole, un enfant a peut-être une rougeole ou pas, il est possible, de façon inhabituelle, mais c'est tout à fait possible de tester les anticorps anti-rougeole. Et si ils sont négatifs, évidemment, de vacciner derrière. Et ben voilà, ça c'est une belle exposition en tout cas. Merci beaucoup Christiane de nous avoir appelés. On passe à Marco qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Marco, bienvenue sur Sud Radio. Ah oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci pour votre émission, très associée. Merci beaucoup. Vous aviez une question Marco sur le paracétamol, c'est ça ? Ah ben oui, le paracétamol, donc pour sa fonction antipyrétique, donc censé faire, prévu pour faire baisser la fièvre. Là où je comprends pas du tout, c'est que
puisque la fièvre est une réaction naturelle du corps et qu'elle sert à freiner, voire à stopper la réplication des virus, pourquoi faire baisser la fièvre? Puisque la fièvre, quelque part, c'est une amie. C'est dans le combat contre les virus. Jean Sibilia. Oui, merci pour cette question. Une question qui est très utile. Alors, deux éléments de réponse. Si vous prenez du paracétamol, c'est un médicament qui va faire baisser la fièvre, c'est-à-dire il va normaliser votre température. Mais ça n'est pas un médicament puissamment anti-inflammatoire. Donc il ne neutralise pas la réponse anti-inflammatoire de votre corps. Votre corps va quand même réagir. C'est-à-dire votre corps va faire des globules blancs, il va faire toute une réponse qui est destinée à éliminer le virus. Mais simplement, presque, je dirais, artificiellement, le paracétamol, par une action sur le centre dans le cerveau, on a un centre qui régule la température, il va vous faire baisser la fièvre pour que vous vous sentiez mieux, parce que c'est quand même très désagréable d'avoir 38, 39, et a fortiori 42 fièvres. Donc, il n'y a pas, le paracétamol, c'est important, votre question, n'a pas un effet anti-infectieux, vous voyez, il n'a pas un effet qui lutte contre votre réponse immunitaire. Donc, oui, ça apaise, mais ça ne soigne pas. Non, voilà, ça n'a pas d'effet en fait, hein, ça joue sur la fièvre et surtout ça ne neutralise pas votre réponse immunitaire. Et c'est contrairement à d'autres médicaments comme la cortisone et les anti-inflammatoires, les fameux anti-inflammatoires qu'on prend dans les douleurs aussi, ces médicaments-là, eux, vont lutter contre la réponse immunitaire. Le paracétamol ne le fait pas. Dernière petite remarque, on l'a déjà dit d'ailleurs, il n'est pas nécessaire de prendre du paracétamol si on a 37,8 et qu'on se sent bien. C'est fait, le paracétamol, non seulement pour baisser la fièvre, mais je crois avant tout pour soulager les douleurs. Vous voyez, quand on a ces douleurs musculaires, la grippale un peu qu'on a dans toutes les infections virales, ça fait du bien de prendre un peu de paracétamol pour se sentir mieux. Donc c'est surtout fait pour ça, ça fait baisser la fièvre, mais ça n'empêche pas votre corps de lutter contre le virus. Merci beaucoup, Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine, et merci à Christiane et à Marco pour leurs questions. Et puis vous continuez bien sûr de nous appeler 0826 300 300 et continuez de laisser vos messages à Jean Sibilia sur notre page Facebook qui lutte forcément contre le corona, contre les idées reçues, contre toutes ces infos que vous lisez sur Internet. On vous y répond tous les matins.